Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux coûts, en termes financiers pour les parents et psychiques pour les élèves, que représente l'obtention des premières places dans un palmarès mondial tel que PISA. Intéressons-nous d'abord au nombre d'heures de devoirs en moyenne que les élèves effectuent en dehors des heures d'école. Tout d'abord, nous apprenons que le classement donne généralement de bons résultats à Shanghai, Chine populaire, où les parents shanghaïens dépensent annuellement 6 000 yuan, 720 €, en cours particuliers et 9 600 yuan, 1150 € en activités de loisirs éducatifs comme le tennis ou le piano, avant d'atteindre pour le lycée des sommes allant de 30 000 yuan, 3 600 €, à 19 200 yuan, 2 300 €. En sachant que le salaire moyen à Shanghai est de 1 200 €, cela montre l'investissement phénoménal que font les parents pour permettre à leurs enfants de réussir le mieux possible à l'école. Mais nous voyons aussi qu'à Shanghai, un élève de 15 ans passe une moyenne de presque 14 heures par semaine en devoirs à la maison. En comptant les cours particuliers, on est en droit de se demander comment les enfants vivent une pression aussi intense. Si la situation économique des parents d'élèves à Singapour est certainement plus favorable, les devoirs par semaine dépassent les 9 heures, ce qui est quand même un très gros investissement en temps. Et qu'en est-il pour Hong Kong et la Corée ? Si Hong Kong propose 6 heures de devoirs par semaine, la Corée en propose moins de la moitié pour des résultats similaires. Quant à la Finlande, elle bat tous les records en ne proposant que 2,8 heures par semaine, alors que la Suisse en propose quand même 4. Nous pouvons donc en conclure que les devoirs ne sont certainement pas le facteur le plus important dans la réussite scolaire. Si nous corrélons ces informations sur les devoirs avec le temps passé à l'école et les résultats obtenus, nous ne pouvons que nous poser certaines questions. En effet, la Finlande, qui est le pays qui propose le moins de devoirs, fait partie de ceux qui proposent aussi le moins d'heures d'école, pour des résultats globaux largement au-dessus de tous les autres. Il s'agit des résultats de PISA 2018. La Suisse n'est pas loin derrière, mais les résultats affichés sont néanmoins nettement moins bons. Hong Kong et Singapour proposent à peu près le même nombre d'heures d'école et leurs résultats ne sont pas très différents. Quant à la Corée et plus encore la Chine, à cause de ces heures énormes de devoirs, leur place n'est guère avantageuse. Comme le rappelle très bien le titre de ce slide lors d'un colloque LED en 2019, la qualité de l'apprentissage est plus importante que la quantité. Cette qualité de l'apprentissage, à quoi est-elle due ? Voici ce que nous dit Wikipédia. Le professeur Juni Vaijarvi, chargé de l'étude PISA finlandaise, a conclu que les scores élevés de la Finlande étaient dus à l'excellence des enseignants finnois et au programme LUMA développé en 1990 pour améliorer les performances des élèves en mathématiques et en sciences. Il a attiré l'attention sur le caractère homogène du contenu des programmes dans le système finlandais et du fait, les résultats ont été très homogènes d'une école finlandaise à l'autre. En revanche, le professeur Pauli Sijander pense que les bons résultats de la Finlande sont dus aux politiques socio-éducatives et à d'autres facteurs liés à l'histoire des idées et de l'éducation. Il est impossible pour lui de séparer l'évolution des mentalités et des idées en matière d'apprentissage et les réformes de fond qui l'ont accompagné. Il fait remarquer que l'éducation est une priorité de l'État-providence finlandais et qu'il est par conséquent impossible de parler d'éducation sans replacer la question dans son contexte sociopolitique. Sans être exhaustive, voici quelques spécificités que nous pouvons relever dans le système finlandais. Tout d'abord, les enseignants ont une formation extrêmement poussée et le métier est très reconnu et très valorisé. Dans les classes, il y a un conseil de classe tous les lundis matins afin que les élèves puissent réellement s'exprimer. Les élèves travaillent essentiellement en projet de classe. Ceux-ci sont omniprésents et toujours autodéterminés par les élèves eux-mêmes. Les élèves bénéficient d'une grande liberté, notamment
dans la position à adopter en classe. Il n'y a pas de place fixe ni de banc. On retrouve cette idée dans les classes flexibles qui apparaissent maintenant dans nos écoles en Suisse. Le rythme de l'apprentissage est individualisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un programme où tous les élèves doivent être en même temps au même endroit. De plus, les élèves ont le choix des sujets. Il y a donc une très grande confiance accordée aux élèves. Et cette confiance, elle se retrouve aussi dans le processus d'apprentissage qui est dévolu à l'élève et qui est donc de sa propre responsabilité. Il n'y a pas non plus d'évaluation sommative, uniquement des évaluations formatives et une série de défis que l'élève devra relever au moment où il se sent prêt à le relever. Parmi les différents types d'évaluation proposés, il y a notamment l'évaluation par les pairs. Les neurosciences tendent à valider le système d'évaluation finlandais. C'est en tout cas ce que nous pouvons relever dans cette citation de Dehaene. L'erreur est la condition même de l'apprentissage. J'estime que les notes ne sont pas un bon système d'évaluation. Elles ne donnent pas une information précise sur l'endroit où l'élève s'est trompé. Elles n'ont pas vraiment d'intérêt pédagogique, mais génèrent du stress. Or, on sait que les émotions positives nourrissent la curiosité et l'enthousiasme de l'enfant, mais que les émotions négatives bloquent les apprentissages. Elles figent les réseaux de neurones. Et nous terminerons par cette réflexion sur le système finlandais. L'accent est par ailleurs mis en Finlande sur le fait qu'aucune sélection ne doit avoir lieu au cours de la scolarité obligatoire. Les redoublements et les abandons sont ainsi extrêmement rares et les élèves nécessitant un enseignement adapté en raison d'un problème d'apprentissage, même mineur, d'un retard de développement, d'un handicap ou encore d'une maladie, peuvent être accueillis dans des structures d'éducation spéciale qui sont dans la mesure du possible rattachées à l'éducation classique.